Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous nos offenses, pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, et de la main de Saint Pie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu une introduction sur un sujet qui va nous prendre un certain temps. Considération sur les fiançailles et le mariage. Alors, je vous avertis tout de suite que c'est, si on peut dire, un résumé de certaines de mes lectures, et notamment le livre de Marcel Clément, La joie d'aimer, imprimé aux Nouvelles Éditions Latines. Alors, tout d'abord un avertissement. Il y a parfois un sentiment de sécurité que l'on constate chez les fiancés. Alors, ce qui inspire ce sentiment, c'est certainement la passion spontanée de la jeunesse, mais aussi l'imprudence de ceux qui croient qu'il ne peut rien leur arriver pour la seule raison qu'il ne leur est rien arrivé. Alors, la jeunesse a le privilège d'être passionnée, et une passion n'est pas forcément quelque chose de mauvais, au contraire. Heureusement que nous avons tous des passions, mais il faut qu'elles soient canalisées. Donc la jeunesse a en général le privilège d'être passionnée, mais elle doit être aussi capable de comprendre et d'accepter la vérité. Donc cette force de la jeunesse, cet enthousiasme que Dieu lui donne, eh bien cette force et cet enthousiasme, ils doivent se déployer et s'accomplir totalement, mais non pas de n'importe quelle manière. Donc il n'est pas ici question, évidemment, de minimiser, de critiquer, et encore moins de mépriser cette aspiration à l'amour, cette aspiration au bonheur, mais simplement en montrer la sagesse. Donc, il ne s'agit pas de minimiser, il ne s'agit pas de critiquer, il ne s'agit pas de mépriser cette aspiration à l'amour de la jeunesse, mais simplement de montrer qu'il y a une sagesse. Alors, il faut que les jeunes qui se fiancent sachent prendre des conseils de prudence, et ils doivent les prendre comme des éclaircissements de leur intelligence. Pourquoi ? Eh bien, pour leur permettre de réaliser pleinement l'idéal auquel ils tendent, et puis pour accomplir plus parfaitement les promesses de leur enthousiasme. Donc, écouter, ensuite réfléchir, méditer. Et c'est dans cet esprit que nous ferons ces différents exposés. Alors, d'abord, il faut dire un mot de l'adolescence qui s'éveille dans un climat social déterminé. On ne parle pas ici dans le vide. L'enfant devient un adolescent ou une adolescente. Il a 12, 13, 14, 15 ans. Peu à peu, ces jeux d'enfants l'intéressent moins. Il regarde le monde avec des yeux qui sont neufs. Son imagination commence à s'envoler vers des horizons et les horizons de l'âge adulte. Donc l'adolescent va regarder avec une âme nouvelle comment vivent les hommes, comment vivent les femmes. Il va chercher bien souvent à les imiter. Le souci de l'amour a déjà jailli en son cœur. Il est trop jeune pour en oser parler. On se moquerait de lui et il le sait. Alors là, il y a des idées confuses, des imaginations un peu folles qui vont commencer à le solliciter. Et là, l'éducation familiale, la formation religieuse vont s'efforcer, avec plus ou moins d'efficacité, selon les familles, vont s'efforcer de stabiliser tout cela. Alors, l'influence des médias, de l'entourage,
est extrêmement important. En même temps, le jeune homme, la jeune fille sont saisis par un climat social. Ils vivent dans une société, donc ils sont saisis par un climat social, une atmosphère de vie. Ils vont être attirés par la séduction de ce que l'image, l'imprimé, la parole, le son, Internet, ils vont être attirés par la séduction de ce que tous ces moyens diffusent aux oreilles, aux yeux, aux imaginations, aux sensibilités. C'est-à-dire toute une conception fausse, matérialiste de l'amour humain. Voilà, c'est ce que diffusent aujourd'hui tous ces moyens. Une conception totalement fausse, une conception matérialiste, égoïste de l'amour humain. Alors, qu'est-ce qu'on va y offrir dans ces moyens-là? On va y offrir des intrigues qui confinent le plus souvent dans l'évocation de conquêtes sentimentales éphémères. On va y mettre la fidélité de l'épouse à l'épreuve. On va souligner la coquetterie féminine et plus encore. C'est là qu'il faut bannir l'Internet, la télévision, les revues illustrées qui rentrent dans la maison quand on sait le germe de suggestion que ces moyens apportent avec elles. Alors, si l'on sort de la maison, si l'on sort du milieu familial, ces adolescents sont à l'âge où l'imagination est bien souvent débridée. Ils ne savent pas très bien ce qui est conforme à l'ordre naturel et ce qui ne l'est pas. Plus ou moins c'est confus dans leur esprit. Ils n'ont aucune expérience et ils ont un désir légitime de savoir, de comprendre le plan de Dieu sur l'amour humain. Et qu'est-ce que va leur révéler la rue, les romans, les revues, les publicités du métro, le cinéma, la musique, les chansons? Eh bien, tout cela va leur révéler que l'amour est en premier lieu une occasion de jouissance sentimentale, qu'il est cette sensation qu'il faut rechercher dans les relations entre jeunes gens et jeunes filles. On va leur enseigner que l'amour est en second lieu une occasion de plaisir physique. Donc l'image de ce plaisir, on le sait, elle est évoquée par tous les moyens de l'image, par ce que Marcel Clément appelle la girl, dont la silhouette physique seule occupe l'imagination. Vous savez que quand vous voulez acheter 1 kilo de pommes, on vous met toujours une femme dévêtue à côté. Il y a une suggestion tout de suite. Alors cette girl, elle est privée d'âme. Cette silhouette, cette girl, elle n'a ni cœur, ni caractère, ni pudeur. Elle n'a pas de parents, elle n'a pas de milieu social, elle n'a pas de tradition nationale non plus, elle n'a pas d'époux, elle n'a pas d'enfant, elle n'en aura jamais, elle n'est plus une jeune fille, elle ne sera jamais mère. Donc tout ce qui fait la noblesse, la dignité de la chrétienne, tout cela est détruit, tout cela est arraché, déraciné en elle. La virginité et la fécondité. Donc c'est ainsi que le monde exhibe cette créature privée d'âme, qu'il appelle la girl. Ça c'est le climat social déterminé dans lequel les jeunes vivent. Le jeune homme et la jeune fille peuvent être secrètement tentés de suivre l'exemple de cette girl. Mais ils sont divisés. Ils sentent confusément que tout cela est un petit peu abject, mais ne savent pas exactement pourquoi. En outre, c'est un climat si habituel, si permanent aujourd'hui, que très vite ils en subissent l'effet sans le remarquer. Et ils pensent, comme tant de leurs aînés, que tout cela finalement n'est pas de grande importance. Une aspiration profonde, secrète à la pureté, jusqu'alors protégée par la grâce divine, si vive dans l'âme des petits-enfants. Cette aspiration profonde, secrète à la pureté, eh bien, elle est lentement, progressivement embuée, ternie par cette obsession quotidienne des moyens de communication. Voilà donc le décor, et je crois ne pas exagérer,
le décor dans lequel la jeunesse grandit aujourd'hui. Donc, jeunes gens et jeunes filles ont été volontairement et inconsciemment façonnés par tout ce que l'on vient d'évoquer. Quelques vérités sur le mariage, quelques vérités chrétiennes sur le mariage leur ont été données, mais ces vérités, à cet âge-là, elles semblaient être un sermon. Allez, encore un sermon de papa et de maman. Et c'est alors que ces choses de la morale ne leur parvenaient plus que comme des interdictions, comme des tabous, n'y voyant que des affirmations formalistes, conventionnelles, sans beaucoup de sens. Et peu à peu, sous l'aiguillon de tout le climat de cette vie, eh bien, ils vont acquérir alors l'idée que la morale n'est plus adaptée à notre temps, qu'elle ne tient pas compte des faits, et qu'il faut pourtant être de son temps. D'où une certaine révolte en face de tout ce qui ne suit pas le courant de facilité. Alors là, les fréquentations entre un jeune homme et une jeune fille, avec une intention plus ou moins lointaine de mariage, ces fréquentations ont pour but de connaître, ensuite de comparer pour mieux choisir. Et non pas une intimité sentimentale, un besoin affectif que l'on veut voir comblé. On ne pourrait pas appeler ça de l'amour, mais plutôt de l'égoïsme. L'égoïsme de la sensibilité que l'on chercherait à satisfaire. Et cette satisfaction, elle tendra à se dégrader progressivement. Quand je dis connaître, comparer pour mieux choisir, vous avez par exemple dans un groupe de jeunes, il y a une réunion, et puis il y a un petit repas après, et puis le repas se termine, et là par exemple vous pouvez regarder, comparer. Vous voyez une jeune fille qui commence à débarrasser la table, à faire la vaisselle, vous en avez une autre qui s'en fiche pas mal, et qui vous voyez la personne un peu égoïste, vous voyez la personne un peu généreuse, et on compare. On compare. Alors, quels sont les dangers? Ces rencontres, quand je dis fréquentation avec une intention plus ou moins lointaine de mariage, ces rencontres, elles inclinent beaucoup plus au désir lancinant d'une plus grande intimité physique qu'à la réserve profonde et vraie de deux jeunes gens qui cherchent à se connaître vraiment, pour savoir, avant d'avouer leur amour, si cet aveu ne sera que celui d'un instinct, puissant peut-être, mais indifférencié, ou s'il sera, pour des motifs profonds et graves, celui de leur âme. Alors, toutes ces questions, elles ne semblent pas si sérieuses à ceux qui ne sont pas encore mariés, mais quelquefois elles apparaissent tragiques dans les mois même qui suivent le mariage, parce que lorsque les feux du désir se sont apaisés, ce sont deux âmes qui se retrouvent l'une en face de l'autre. Deux âmes qui se retrouvent face à face, deux caractères, deux attitudes de vie, deux égoïsmes, parfois. Et lorsque les mirages d'un attrait trop exclusivement sensible, je dis bien trop exclusivement sensible, parce que la sensibilité existe, il ne s'agit pas de l'enfouir et de la détruire, non. Mais quand les mirages d'un attrait trop exclusivement sensible se sont dissipés, ce qui arrive très vite, de jeunes époux, de jeunes épouses, commencent, sans oser en rien dire, à faire des comparaisons. Ah, si j'avais épousé celui-ci, il était moins séduisant, mais tellement plus solide. Si j'avais su choisir celle-là, elle était moins coquette, plus effacée, mais aujourd'hui, combien elle m'apparaît plus féminine. Et combien ainsi ont cru qu'en écoutant aveuglément leurs élans, eh bien ils étaient à jamais préservés contre toute adversité. Ils ont cru que la raison n'avait rien à faire dans le domaine des sentiments.
Ils ont même vu une contradiction, une espèce d'impossibilité à concilier le point de vue du cœur et celui de l'intelligence, comme s'il s'agissait de deux ennemis inconciliables. Eh bien non. Et combien, hélas, croient que la jeunesse est l'âge des passions et qu'elle doit nécessairement vivre plus ou moins en révolte contre la sagesse prudente et moins enthousiaste de la maturité. Voilà, ça c'est le piège subtil mais fréquent dans lequel les jeunes sont menacés de tomber. Croire qu'ils seront d'autant plus amoureux qu'ils seront plus déraisonnables. Or, c'est le contraire qui est vrai. La raison n'est donc pas ennemie de l'amour. Si on pénètre cet amour de réflexion, d'observation, de méditation, de décision délibérée, ce n'est pas l'amoindrir ni trahir cet amour, c'est l'enrichir, au contraire, c'est lui imprimer un élan qui non plus seulement est aveugle ou passionnel, mais le soumettre à un autre élan, volontaire, raisonnable. Et puis c'est permettre à l'amour, au-delà du mariage, de demeurer intact, de se fortifier, de rester une flamme vive, brûlante, celle justement qui va éclairer et qui va réchauffer le foyer. Donc voilà ce point sur des fréquentations qu'on appelle non sincères. Deuxièmement, se connaître d'abord ou s'aimer d'abord. On pose la question. Est-ce qu'il faut se connaître d'abord ou s'aimer d'abord? Alors, l'ordre naturel dans un tel domaine, c'est premièrement de juger avant de décider. Et ça, c'est un point qui me paraît capital. Juger avant de décider. Et deuxièmement, de chercher à connaître avant de se laisser aller à aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Ça, c'est comme on ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas. Donc, il est bon et nécessaire de juger un garçon, de juger une jeune fille avant de décider de l'épouser. Il est bon et il est nécessaire, autant qu'il est raisonnablement possible, de connaître le caractère, les aptitudes, les goûts, les qualités morales de celui ou de celle à qui on pense un jour lier sa vie. Et ceci avant de se laisser aller à rêver ou à désirer. Ça demande une certaine discipline, évidemment. Mais une discipline qui sera bénéfique pour le futur, toujours bénéfique pour le futur. Alors, c'est sans aucun doute difficile, c'est même parfois douloureux. Ça exige un certain renoncement intérieur. Mais est-ce qu'il n'est pas plus douloureux de se tromper? Est-ce qu'il n'est pas plus douloureux de se tromper? Est-ce qu'il n'est pas plus douloureux de lier sa vie à un inconnu ou à une inconnue, finalement? Simplement parce qu'on a cru que son sourire, son regard, sa situation, sa fortune ou sa classe sociale étaient des promesses suffisantes de bonheur. Eh bien non. Et il y a comme cela des jeunes filles qui épousent une silhouette, une automobile ou une situation de médecin. Et 5 ou 10 ans plus tard, au fond de leur cœur, lorsqu'elles souffrent de l'égoïsme d'un mari et de toutes les conséquences parfois crucifiantes pour elles de cet égoïsme, pensent-elles vraiment que les motifs qui ont déterminé le mariage pronostiquaient déjà ces malheurs? Elles n'avaient pas réfléchi au danger qui les menaçait. Ah, il faut bien sûr que ce danger qui les menaçait, il ne faut pas que non plus ce soit quelque chose de maladif dans un choix. Il y a aussi comme cela des jeunes gens qui épousent une ligne, une tendresse, un héritage à venir, ou peut-être une culture exceptionnelle, et qui découvrent trop tard que dans d'autres foyers la vie est plus douce, la cuisine meilleure, les enfants mieux élevés, la maison plus propre, et que tous ces détails ne sont que le reflet d'un amour plus profond, d'un dévouement plus tendre. Donc en songeant à de tels exemples,
eh bien on peut comprendre le vrai rôle des fréquentations saines. Et le rôle de ces fréquentations n'est pas d'ébaucher dans un dessein inconsciemment égoïste une liaison sentimentale pour attendre plus commodément l'âge ou l'heure du mariage. Non, ce rôle des fréquentations n'est pas celui-là. Alors quel est ce rôle? C'est avant tout d'apprendre aux jeunes gens à juger les jeunes filles, et réciproquement. Et dans cet effort, la recherche inquiète d'une intimité sentimentale, ou même parfois d'abandon plus équivoque, ne peuvent que ternir les âmes de ceux qui se trouvent à l'heure où leur destin s'oriente, et puis obscurcir l'intelligence, obscurcir le jugement. Et là-dessus, 3 points sur ce rôle. D'abord, tendre vers la présence vivante et agissante du Christ. Plus que jamais, le jeune homme et la jeune fille doivent alors être tendus vers cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur âme. C'est lui qui va leur donner la force d'être entièrement réservés pour le don total qui supposera un amour total. C'est lui qui va donner aussi la lumière, non seulement la force, mais aussi la lumière, qui va former leur jugement, qui va éviter que la passion ne vienne obscurcir ce jugement. Donc foi et lumière, données par le Christ et par les sacrements, notamment la prière. Si donc on avait la foi que Dieu sait mieux que nous, il sait beaucoup mieux que nous ce qui nous convient, ce qui convient à notre bonheur, ce qui convient à notre véritable bonheur, eh bien on ne serait pas toujours en train de substituer notre providence à la sienne, notre confiance en nous à notre confiance en lui. Et malheureusement, c'est souvent ce que l'on fait. Parce que par grâce, c'est avec une vraie liberté, s'ils sont appelés au mariage, que jeunes gens et jeunes filles, nous ne serions pas toujours en train de substituer notre providence. Donc c'est par grâce et avec une vraie liberté que ces jeunes gens et jeunes filles se rencontreront. La vraie liberté qui va les incliner à éviter ces espèces de rendez-vous où l'on ne cherche nullement à se connaître, où l'on ne cherche nullement à se juger, mais seulement à jauger les faiblesses, à ébaucher des aventures de plaisir. Donc ce sont autant d'imprudence qui vont détruire d'avance le bonheur conjugal. Comme on dit souvent, telle fiançaille, tel mariage. Parce que ces espèces d'aventures, eh bien, ne font qu'exaspérer l'égoïsme de chacun des futurs époux. Donc, premier point, tendre vers cette présence agissante du Christ. Deuxième point, discerner les différences. C'est pour cela qu'il convient, au cours de ces relations de jeunesse, de ne pas se borner trop vite à ne rencontrer qu'une seule personne, toujours la même, mais au contraire, dans les sorties, d'être avec tous, tout en conservant vis-à-vis de chacune la même réserve, la même retenue, la même délicatesse. On est dans l'étape du jugement pour choisir, du discernement pour opérer ensuite un jour un choix, du jugement. Donc il s'agit moins de rencontrer à tout prix l'âme sœur et tout de suite que d'essayer de discerner à travers et au-delà de la séduction que chacun des sexes exerce sur l'un sur l'autre, les différences de caractère, différences d'éducation, de vie morale, de valeurs intellectuelles. Tout cela est important dans le choix que l'on fait, d'abord dans le jugement que l'on fait et dans le choix futur. Ainsi peut-on dire d'une certaine façon que les amitiés de l'adolescence doivent nous trouver sur la défensive et non pas sur l'offensive. Et c'est seulement en comparant, en regardant, avec un certain recul,
plusieurs caractères que l'on peut progressivement apprendre à juger, rechercher ce qu'il y a de plus personnel en chacun. Un tel a une capacité d'amour vrai plus grande qu'un tel autre. Une telle a des possibilités de dévouement qu'on voit beaucoup plus profondes que chez une autre. L'équilibre d'intelligence, l'équilibre de volonté, la valeur chrétienne. Donc ça, c'est le deuxième point, discerner les différences. Et troisième point, échanger ses points de vue. Ce qui importe, c'est de connaître le caractère, ça c'est vrai, mais aussi l'âme. C'est bien, par exemple, de parler des événements, mais si l'on en parle, ce qui importe, c'est de demander ou de dire comment on les juge. C'est intéressant ça. Comment un tel ou une telle juge tel événement. Si vous parlez d'un film, par exemple, eh bien, on peut en analyser la valeur esthétique, mais ce qui importera, c'est d'en analyser la portée morale, la portée humaine, la vraisemblance psychologique, les résonances païennes ou les résonances chrétiennes. Si vous parlez de lecture, que ce soit à propos de livres vrais, profonds, donc il s'agit moins en définitive de dire s'il convient que les jeunes se rencontrent de telle ou telle façon et non pas de telle autre, sauf évidemment les rencontres mauvaises dans des lieux malsains, c'est clair, que de marquer très fortement l'esprit dans lequel ils doivent se rencontrer. Et cet esprit, c'est un esprit de réserve chrétienne, c'est-à-dire d'échanges sérieux, de connaissances vraies, d'appréciation sur le plan spirituel, sur le plan moral, le plan pratique, le plan intellectuel, au regard des fins du mariage, au regard des conditions concrètes de la vie conjugale, familiale, professionnelle. Alors, si vraiment c'est le souci de ces jeunes-là, si c'est cela leur souci, eh bien, ils sauront, avec plus de facilité, ne pas céder tout de suite à une préférence instinctive. Parce que tel sourire m'a capté, tout de suite. Ne pas sortir uniquement avec le ou la propriétaire de telle physionomie qui les aura tout de suite particulièrement attirés. Donc ce qui importe, c'est de savoir pourquoi cette physionomie est plus particulièrement attirante. Vous voyez ? Pourquoi ? Par contre, lorsque les relations sont suffisamment nombreuses et diverses, avec toute la prudence qu'on doit y mettre, et que la réserve, qu'on pourrait appeler la défensive intérieure, est suffisamment fondée sur une véritable vie morale, eh bien peu à peu, les comparaisons s'éclairent mutuellement. Le jugement du jeune va commencer à se former, et lorsqu'un jugement est un peu expérimenté, les raisons d'aimer sont beaucoup plus profondes. Et l'amour, quand il s'éveille, il est beaucoup plus vivant et beaucoup plus fort. Parce qu'on aura su renoncer à se consacrer totalement à une chère habitude, à une présence exclusive qui devenait finalement envahissante, parce qu'elle empêchait de juger, on pourra alors découvrir d'autres présences qui parfois deviendront rapidement plus précieuses, mais qu'on aurait remarqué trop tard si on s'était trop vite fixé. Voyez ? Et si l'on poursuit la préférence initiale, eh bien ce sera avec plus de certitude et plus de garantie. Et c'est pourquoi la recherche de la tendresse par elle-même est un piège dangereux. Elle va fixer prématurément des couples ensemble pendant 2-3 ans, incapables de rien voir, de rien observer, de rien apprendre, et souvent trop jeunes pour se marier. Et ensuite, ça sera la catastrophe. Donc ces années de sentimentalité sans issue sont bien souvent des années perdues. Et ces pauvres expériences amoureuses obscurcissent et parfois même interdisent à jamais l'acquisition de la véritable expérience de la vie. Donc vous voyez, il y a une différence entre ces relations d'amitié et les fiançailles. Les amitiés de jeunesse ont pour mission propre de nous apprendre à connaître
en vue de choisir. Donc tant qu'on observe, tant qu'on cherche, même si une très grande sympathie est née, tant qu'aucune décision n'est prise, on reste toujours dans le domaine de l'enquête. Les fiançailles peuvent en résulter naturellement, et elles en sont même le dénouement. Ce qui nous amène aux fiançailles, avant de commencer la prochaine fois le début du mariage. Donc, le rôle des fiançailles, c'est de nous apprendre à connaître l'autre en vue de l'aimer. Encore une fois, on ne peut aimer sans connaître. C'est une connaissance qui n'est plus du même ordre que la précédente, car une décision a été prise là. Décision a été prise, c'est-à-dire que les jeunes se sont fiancés. Elle est encore révocable, sans doute, puisque les fiançailles peuvent être rompues pour des raisons légitimes. C'est une décision qui peut être révocable, mais qui est déjà suffisante pour que, de part et d'autre, un engagement, c'est-à-dire la promesse d'un mariage, soit échangé, puisque les fiançailles consistent dans une promesse. Il y a une promesse qui ne peut être rompue que pour une raison grave. Alors, quelle va être l'attitude des fiancés? Ce sera d'attendre plus ou moins impatiemment le mariage, en supprimant autant que possible tous les obstacles qui peuvent contribuer à le retarder. On pourrait dire que c'est une sorte de noviciat de l'amour, où l'on cherche à connaître l'autre davantage et plus profondément, et c'est donc une orientation très sage de leur conseiller d'utiliser leurs fiançailles pour se connaître mieux, parfois se confier leurs défauts, pour commencer à se les pardonner, parce que Dieu sait si dans le mariage il y aura du pardon à accorder, bien souvent. Il est si naturel pendant les fiançailles de se faire confiance, de se demander secours pour chercher à se perfectionner ensemble, l'un pour l'autre sous le regard de Dieu. Et ainsi, les relations des jeunes ont pour but de leur apprendre à se connaître pour bien se choisir, et les motifs de leur choix, lorsqu'ils sont pesés, solides, raisonnables, voilà ce que peuvent déterminer les fiançailles. Avant de se marier, il faut des garanties venant de notre raison, pas seulement de notre sensibilité. Des garanties donc objectives et pas seulement subjectives. Et très souvent, le sentiment d'amour que l'on observe en soi nous incline à ne pas vouloir d'autres preuves. Parce que ce sentiment est agréable et parce que notre égoïsme nous attache solidement à ce qui nous est agréable. Donc ne tombons pas dans ce piège. Nous sommes même révoltés, nous sommes portés à nous révolter contre ceux qui risquent de compromettre par leurs conseils ses satisfactions sentimentales. C'est la jeune fille qui envoie promener ses parents pour les conseils qu'ils lui donnent, par exemple. Et conseils qui étaient pourtant judicieux. Et le fait qu'une personne nous apporte de telles satisfactions, est-ce que c'est vraiment la preuve définitive que nous devons l'épouser? Non. Parce qu'on peut aimer comme ça successivement des dizaines, des centaines de personnes, dont Juan en aimera 1003. Donc il suffit de ne pas se déplaire, de se voir souvent, de se regarder beaucoup, de rêver régulièrement ensemble, et puis on est pris, on s'aime. Et puis, toujours de la même façon, dès qu'on a la preuve que l'on est aimé en retour, l'orgueil est satisfait, on tourne les yeux ailleurs, on remarque quelqu'un d'autre, c'est fini, on n'aime plus. Est-ce que c'est ça l'amour? Non, bien sûr que non. Voilà la raison pour laquelle il serait imprudent de se marier simplement sur la foi d'une émotion tendre, même forte et même durable. Alors, qu'est-ce qui peut déterminer un mariage? D'abord, c'est le choix d'un père ou d'une mère pour ses enfants. Ah, oui. C'est ça qui peut déterminer. Celle-là, elle devra être la mère de mes enfants. Ou celui-là, il devra être le père de mes enfants. Voilà, ça c'est le choix d'un père ou d'une mère pour ses enfants.
Parmi tous ceux, toutes celles que l'on pourrait aimer ainsi, parmi lesquels on pourrait trouver un mari ou une femme, il faut faire un choix en songeant que ce n'est pas seulement un conjoint que l'on choisit, mais que c'est un père ou une mère qu'on est en train de choisir pour ses enfants. C'est-à-dire un futur père, une future mère pour ses futurs enfants. Certains à cela répondent non. C'est pour moi que je me marie. Et si je suis heureux, mes enfants le seront aussi. Eh bien non. Quand on n'est pas encore marié, on ne voit pas le mariage comme lorsqu'on est marié. Et l'idée qu'on se fait du mariage peut être parfois une idée trop simpliste, parce que les désirs viennent embuer l'imagination, on néglige de penser à la vie réelle, à la vie concrète, et on doit savoir que le mariage n'apporte pas ce qu'on en attend de lui, mais il apporte tout ce que l'on n'en attend pas. Vous ne pensez peut-être qu'à ce qu'il y a d'affectif dans le mariage. Bien sûr que ça a sa place, mais il faut penser aussi à tout ce qu'il demande de peine, de soucis, de sacrifices, de renoncement affectif. Il ne faut pas oublier que le mariage, ça expose à avoir des enfants. Ce sont des faits propres, la fin première étant la procréation. Le but particulier de l'union conjugale, c'est de donner la vie. Par conséquent, choisir une femme ou choisir un mari, c'est dans le moment même, par le fait même, c'est choisir un père ou une mère pour ses enfants. Est-ce que celui-là sera capable d'être le père de mes futurs enfants? Est-ce que celle-là sera capable d'être la mère de mes futurs enfants? Est-ce qu'elle en a les qualités? Et comme les enfants sont le but premier, comme les enfants sont la fin première à laquelle tend l'union conjugale, la première chose à laquelle il faut penser, quand on veut choisir un futur époux ou une future épouse, c'est qu'il sera encore une fois le père ou la mère de mes enfants. Donc il ne suffit pas d'être amoureux pour que le choix soit par le fait même garanti. Ça ne veut rien dire. Il ne suffit pas de cette émotion à l'intérieur de soi. Il faut sentir si l'autre a les qualités voulues. Qualité spirituelle, qualité morale, qualité intérieure, pour mener à bien à deux l'entreprise du mariage. Il faut donc des garanties objectives, venant non pas seulement de la sensibilité, mais de la raison. Je ne dis pas seulement parce que la sensibilité a sa place, évidemment. On n'est pas des êtres désincarnés. Mais ça doit venir de la raison. Nous sommes souvent victimes d'un romantisme qui nous imprègne profondément. Et un sentiment qui naît et qui se développe sans être soumis à la raison ne résiste pas au temps. Il va mourir comme il est né. Alors, au contraire, un amour fondé sur la raison a toutes les chances de durer, mais évidemment, attention, à condition que la raison elle-même éclairée, elle soit elle-même éclairée, et que la volonté soit affermie par la grâce, car si cette raison n'est pas éclairée, si elle n'est pas possédée par Dieu, eh bien, elle est inévitablement la servante de nos instincts et de notre égoïsme. Donc il ne faut pas oublier que le mariage n'engage pas seulement pour le voyage des noces, mais pour toute la vie. Et on a déjà vu des mariages qui ne duraient que le temps du voyage de noces. C'est terrible ça. Donc au hasard des relations allant de l'un à l'autre, on est amené à porter des jugements. Ces jugements peuvent, s'ils sont objectifs, soit incliner notre cœur favorablement, soit au contraire le laisser insensible. Donc, vous voyez, dans ces fréquentations, il convient de rester intérieurement sur la défensive. Si on veut que les inclinations spontanées de notre cœur qui suivent nos jugements n'emportent pas prématurément l'adhésion entière de notre volonté. On peut sentir en soi grandir l'estime
sans pour cela se résoudre intérieurement à se fiancer. C'est même alors qu'il faut redoubler de prudence devant cette estime que l'on s'en être. Nos inclinations sont des indications, mais n'en faisons pas des décisions, ou n'en faisons des décisions que sur des bases de jugement suffisantes. Donc attention à l'inclination. L'inclination est une indication, ce n'est pas une décision. Alors comment juger les qualités de la personne? Comment juger? Un bon moyen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en regardant cet être, ce jeune homme, cette jeune fille, en le regardant ou en la regardant vivre, parler, agir, rechercher s'il a les qualités du père que l'on veut pour ses enfants, ou si elle a les qualités de la mère que l'on rêve pour eux. Parce qu'en définitive, c'est cela que les époux vont leur donner à ceux qui ne sont pas encore au moment de leur mariage. Donc il faut pour cela voir l'ensemble de ce qui constitue et de tout ce qui encadre la personne. Les influences qu'elle a subies, ça c'est très important. Influences qu'elle a subies dans son adolescence, parfois des jeunes qui ont eu des chocs psychologiques par exemple. Ça c'est important à savoir. Moi j'ai eu certains cas à traiter parfois douloureux de chocs, de blessures profondes qui renaissent 10 ans après, une fois mariés, et les blessures qui n'avaient pas été guéries. Donc avant de se marier, il faut guérir ça. Donc influence subie. Ce qui dans le tempérament est stable et qui changera peu. Ce qui dans le caractère peut changer en bien ou en mal. On s'aperçoit d'un progrès, très bien. Dégager les lignes de force, voir où elles mènent. Est-ce qu'elles me mènent vers le haut? Est-ce qu'elles me mènent vers le bas? Cette fréquentation, est-ce qu'elle me mène vers le haut ou est-ce qu'elle me mène vers le bas? Ça c'est très important. Alors, rentrons un peu dans le détail. Examen des éléments extérieurs. D'abord les origines. Pour savoir à qui on a affaire, il faut savoir d'où il vient. Alors, ce n'est pas suffisant, bien sûr, mais c'est nécessaire. On ne va pas juger uniquement sur cela, quelqu'un, mais c'est nécessaire, ça rentre dans le jugement. Son milieu familial, quel est-il? Quel est le milieu familial qui l'a façonné? L'éducation qu'elle a reçue, ou qu'il a reçue, l'hérédité. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas, quand on est amoureux, et pourtant dans certains cas, il y a des tares dont les enfants peuvent hériter, physique, morale, même. Alors il vaut mieux y penser d'avance que de partir aveuglément en tout domaine. Il y a des risques à courir, mais il est toujours plus raisonnable de les assumer librement, consciemment, que de se boucher les yeux ou les oreilles. Le milieu social aussi. Le milieu social, la classe, la situation, la fortune. Vous allez me dire, c'est pas suffisant. Bien sûr que c'est pas suffisant, mais c'est aussi nécessaire de considérer cela. À propos du milieu social, il semble en général, je ne dis pas toujours, mais en général, que la meilleure formule soit d'épouser quelqu'un du même milieu social. Parce que sinon, il y a des risques de froissement entre les familles, entre les manières de penser et d'agir des époux. Mais, encore une fois, ici, ce n'est pas une règle bien ferme. Il y a bien des exceptions. Mais, en général, il faut en tenir compte. En tout cela, il faut une grande prudence et puis s'entourer des conseils de ceux qui ont l'expérience. Les parents ou des bons amis qui peuvent nous donner un conseil. Il faut savoir les écouter parce que combien de foyers n'ont pas voulu écouter les conseils de toute la famille qui disaient « ne te marie pas avec elle » ou « ne te marie pas avec lui ». Et en général, ces conseils étaient judicieux et puis c'est la catastrophe un an après. Ensuite, l'instruction. L'instruction, est-ce qu'elle doit être la même pour les deux époux? Ce qui importe évidemment, c'est qu'il y ait une juste proportion de culture entre eux. Si madame a fait des études de philosophie et qu'elle se marie avec quelqu'un qui n'est capable que de parler de foot, ben ça ne va pas durer longtemps.
Parce que là, il y a une disproportion qui va rendre la vie pénible. Il n'est absolument pas nécessaire, par contre, qu'une femme comprenne tout ce que fait son mari. Autrement, les futures épouses d'ingénieurs seraient contraintes de se lancer dans les mêmes études. Voilà, donc examen de ce que j'ai appelé ici les éléments extérieurs. Ensuite, l'examen de la personne, tempérament, caractère. Dans la personne, on peut observer son tempérament, sa constitution physique, sa santé, les aptitudes qui vont en résulter, les talents naturels, la vocation que ces talents peuvent impliquer, enfin tout ce qui est donné et qui, normalement, ne changera pas. D'autre part, on peut observer aussi le caractère, la formation morale, les façons de penser, les jugements, les goûts, ça compte aussi. Tout ce qui, sous diverses influences, mais surtout par le développement d'une vraie vie intérieure, tout ce qui peut évoluer, tout ce qui peut se perfectionner là. Le problème sera de savoir si ce tempérament donné, ce caractère en évolution, sont bien ceux que nous pouvons désirer pour celui ou celle avec qui nous aurons des enfants à élever. Il faut nous connaître nous-mêmes et nous demander si l'alliance morale de l'autre peut être vraiment pour nous solide, féconde et donc heureuse. Et là, il ne faut pas craindre de prendre conseil. Prendre conseil auprès d'un esprit désintéressé, évidemment, de jugement droit, et puis quelqu'un qui nous aime. Ce sera les meilleurs conseils. Et en général, c'est le rôle des parents. Et après tout cela, il y a deux choses qui me paraissent les plus importantes à rechercher chez le futur conjoint. Une fois qu'on a fait cela, alors il ne s'agit pas devant un jeune homme, une jeune fille, de reprendre son cours, puis de regarder. Alors je pointe ici, je pointe là. Non, c'est, enfin, il y a, je veux dire, ça se fait avec le temps, évidemment, mais de manière simple, avec du bon sens, avec du jugement. Donc deux choses importantes, la générosité et l'équilibre. Ces deux choses d'ailleurs qui vont rarement ensemble. La générosité, d'abord, c'est la possibilité de répondre magnifiquement à l'appel de l'amour. On ne fait pas des foyers vivants, des foyers rayonnants avec des égoïstes, avec des rabougris, avec des repliés sur eux-mêmes, avec des êtres qui vivent entre leurs petits calculs et leurs petites satisfactions. Parce que là, c'est la catastrophe. L'égoïsme, c'est vraiment ce qui tue l'amour dans un foyer. Et encore plus avant, évidemment. En outre, c'est sur la générosité que peut s'édifier toute la vie d'amour, toute la ferveur religieuse. Ce qui importe dans cette grande entreprise du mariage, c'est moins la forme du nez, la beauté du front ou l'élégance de la silhouette, c'est moins l'argent ou le milieu social que la qualité de cœur, c'est-à-dire l'élan, l'aptitude au don de soi et par conséquent au renoncement à soi-même. La générosité, c'est cela, c'est le renoncement à soi-même. Même à ses goûts. Parce que sinon, dans le foyer, ça sera infernal si on ne sait pas renoncer parfois à ses propres goûts parce qu'on aime l'autre. Épouser une jeune fille, épouser un garçon qui n'est pas entraîné habituellement à faire de vrais sacrifices, des sacrifices discrets, profonds, qui n'est pas entraîné à préférer les autres à soi-même, c'est, il me semble, une grave imprudence. L'ardeur, la passion qui anime la jeunesse, et qui ne sont pas en soi critiquables, mais quand elles sont bien orientées, elles conduisent au renoncement parfois de ce qui nous est le plus dur. Et cette ardeur n'est pas faite pour se fourvoyer dans l'égoïsme des sensations ou des sentiments et finalement s'éteindre. Et puis deuxièmement, l'équilibre. L'équilibre suppose en premier lieu l'humilité. Que chaque échec nous soit une leçon. Chaque conseil doit être une indication.
et en même temps que notre unique direction soit de désirer ardemment faire en toute chose la volonté de Dieu. Et l'humilité, donnée et approfondie par la grâce, assure le jugement. Elle assure le jugement. Vous avez certainement remarqué que plus un homme est orgueilleux, moins il a de jugement. Parce qu'il est complètement renfermé sur lui-même. Donc quand, dans la vie intérieure, on se met à sa place, à sa vraie place, sous le regard de Dieu, on a quelque chance de mieux juger les autres, de mieux juger les événements, de mieux juger les circonstances. Donc il faut être logique, il n'y a qu'un moyen de réaliser cet idéal, demander à la Sainte Vierge Marie de faire grandir en nous la grâce de Dieu, être fidèle à l'appel intérieur de l'amour du Christ, chercher à développer, par le recours au sacrement, une véritable humilité de la pensée, du cœur, la générosité, l'équilibre. Donc le jour des fiançailles, les cœurs ne doivent pas être seulement serrés d'une vague satisfaction sentimentale, ils doivent être joyeux parce que désormais les fiancés auront la certitude d'être non pas deux malheureux enfants qui mettent en commun leur égoïsme, mais deux jeunes chrétiens rayonnants et qui sont prêts à se sacrifier l'un pour l'autre, à s'approfondir ensemble pendant toute la vie, à approfondir ensemble pendant toute la vie le mystère de l'amour et à se relancer ensemble pour donner la vie à des enfants, leur conserver la santé, former leur intelligence, leur volonté, et depuis le premier balbutiement de leur prière jusqu'au dernier de leur jour, les élever jusqu'à Dieu. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.